Une orpheline a recueilli les enfants de son ami décédé et s'est installée à la campagne. Tout le monde s'est moqué d'elle, mais lorsqu'ils ont découvert ce qu'elle avait découvert dans la maison, ils sont restés paralysés. Catalina était assise, penchée sur une tasse de café refroidi, le regard perdu dans le vide. Ses doigts, encore légèrement teintés, jouaient nerveusement avec l'ourlet de son pull. Le café était amer comme ses pensées et froid comme la nuit pressée contre la fenêtre. Elle ne pleura pas. Ses larmes coulèrent silencieusement. Presque imperceptiblement, comme si elles aussi comprenaient qu'elle ne devait pas réveiller les enfants endormis dans la pièce voisine. Marcos et Diego, les deux petits qu'elle considérait désormais comme les siens, dormaient dans leur lit. Leurs rêves, certes emplis de couleurs vives et d'émerveillement, n'avaient que peu de ressemblance avec sa propre réalité, sombre et désespérée. Catalina ferma les yeux, essayant de repousser les images des derniers mois, le départ de Maximo, la mort de Maria, sa meilleure amie, et le poids écrasant de deux jeunes vies qui reposaient désormais sur ses épaules. Une demi-vie sans issue, murmura-t-elle. Travail, dette, jugement des autres. Et maintenant? Sur la table se trouvait un album photo ouvert, montrant une page de leur bonheur. Catalina glissa son doigt sur l'image. Elle paraissait jeune, riante, les cheveux coupés courts. À côté d'elle se trouvait Maximo avec son sourire espiègle, et un peu plus loin, Maria et son mari Sergueï, enlacés devant le café où elle travaillait. Comme si c'était hier, pensa-t-elle. Et maintenant, tout est en ruine. Elle referma l'album, mais les souvenirs restaient accrochés à elle comme un disque rayé, figé sur la même note douloureuse. Catalina se leva et s'approcha de la fenêtre. La ville dormait sous le souffle glacial de l'automne. Et si elle partait? Une pensée audacieuse et terrifiante lui traversa l'esprit, tout quitter. Emmener les garçons et recommencer quelque part où personne ne connaissait son histoire. Cette idée s'embrasa comme un feu, mais s'éteignit rapidement sous le poids du doute. Où? Comment? Avec quel argent? Pourtant, en fermant les yeux, elle le vit, un champ baigné de soleil, une petite maison avec un porche en bois où l'air sentait l'herbe fraîchement coupée. L'image lui parut si vivante qu'un instant, elle crut que c'était réel. Catalina et Maria n'étaient pas seulement amies, elles étaient comme les deux moitiés d'une même âme. Forgées dans le creuset de l'orphelinat. Leur lit était côte à côte dans une pièce à la peinture écaillée, et la nuit, elles murmuraient des rêves d'un avenir lointain et magnifique. « Je veux une grande famille », disait Maria en tressant ses cheveux. Une famille pleine de rire et d'enfants partout. Catalina hochait la tête, rêvant d'un amour comme dans les films, où le couple s'embrasse sous la pluie et se promet l'éternité. Elles étaient comme des sœurs aux cheveux blonds, yeux bleus, même si Maria était légèrement plus grande et plus robuste. Dotée d'une volonté de fer qui l'aidait à affronter toutes les tempêtes. À l'orphelinat, on les appelait les jumelles, et cela ne les dérangeait pas. Ce surnom devint leur bouclier contre la cruauté du monde. Elles partageaient tout, du petit pain volé au petit déjeuner à leur premier secret d'enfance. Et elles s'élevèrent ensemble au monde quand vint enfin l'heure du départ. Catalina a découvert sa passion pour la coiffure. Ses mains, expertes et sensibles, faisaient des miracles avec une paire de ciseaux, transformant même les cheveux les plus rebelles en une beauté éclatante. Même à l'orphelinat, elle coupait les cheveux de tout le monde. Des petites filles aux gardiennes sévères, qui râlaient mais restaient assises sur sa chaise. Maria a choisi de devenir serveuse dans un café en périphérie de la ville. C'était un travail difficile. Toujours debout, souriante même face aux clients désagréables et aux jambes endolories par l'épuisement. Mais c'est là qu'elle a rencontré Sergueï. C'était un livreur. Toujours chargé de caisses dans sa vieille camionnette. Grand, à la voix douce et au regard bienveillant, il se démarquait du chaos quotidien du café. Leur première rencontre commença par une plaisanterie. Sergueï avait laissé tomber une caisse de pommes, et Maria, en riant, l'aida à ramasser les fruits éparpillés. Ils discutèrent, et il devint vite évident que leurs âmes s'emboîtaient comme des pièces de puzzle. Sergueï était un homme d'action. Il ne promettait pas la lune, mais il prenait soin de Maria avec une tendre dévotion. Il l'attendait après le travail, lui apportait du thé chaud dans un thermos et lui déposait de petits cadeaux, une écharpe, un chocolat haut sur sa table. Leur mariage fut modeste mais empreint de chaleur. Marcos arriva bientôt, puis Diego. Catalina était sincèrement heureuse pour son ami. Même si une pointe d'envie grandissait en elle. Elle rêvait d'une famille comme celle-là,
une famille régie par l'amour et l'harmonie. Mais sa vie prit un autre chemin. Et cette épine refusa de quitter son cœur. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Bonne lecture. Catalina a rencontré Maximo un de ces jours où la ville était noyée sous la pluie. Elle courait chez elle sous son parapluie lorsqu'une voiture l'a complètement éclaboussée. Filant à toute vitesse au bord d'une flaque d'eau. Elle a crié de colère en agitant son poing et, à sa grande surprise, le conducteur s'est arrêté et est sorti. « Je suis vraiment désolé. »« Je ne voulais pas », dit-il avec un sourire penaud mais charmant qui fit fondre sa fureur. Maximo était grand, athlétique, avec un regard mêlant audace et tendresse. Ils commencèrent à discuter. Et Catalina comprit bientôt qu'elle était tombée amoureuse de lui, sans hésitation, comme quelqu'un qui se jette dans le vide. Leur relation était un véritable tourbillon, intense, éclatante. Mais instable. Maximo pouvait être attentionné, lui apporter des fleurs, l'emmener au cinéma, mais il avait toujours quelque chose de discret. Il n'était jamais le premier à lui dire « je t'aime ». Et quand elle parlait de mariage, il esquivait le sujet. À quoi bon se presser, disait-il chaque fois que Catalina laissait entendre qu'elle voulait construire un avenir. Regardez Maria et Sergueï. Couche, chaos, c'est la vraie vie. Vivons pour nous-mêmes. Au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose clochait. L'aimer était sa faiblesse. Elle cherchait des excuses à sa froideur. Les parents riches et hautains de Maximo la méprisaient. Une orpheline sans racines, murmurait-il dans son dos. Trouve quelqu'un de mieux, mon fils. Ces mots résonnèrent dans son esprit, la blessant davantage à chaque fois. Mais elle garda le silence, craignant de le perdre. Elle aidait Maria avec les enfants. Veillant sur Marcos et Diego pendant que son ami faisait les courses. Et chaque jour qui passait, elle se demandait si elle fonderait un jour sa propre famille. Ou si son destin était d'aimer quelqu'un qui ne pourrait jamais l'aimer en retour. Puis la tragédie a frappé sans prévenir. Catalina était avec Maria quand le téléphone a sonné. Elles essayaient de coucher les garçons, riant de voir Diego refuser d'enfiler son pyjama. Maria répondit, et son visage pâlit. Elle hurla, s'effondra au sol et le téléphone lui glissa des mains. Catalina se précipita à ses côtés, prise de panique, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. L'ambulance a confirmé le pire, Sergueï était décédé dans un accident. Sa camionnette avait percuté un camion sur une route glissante, et il n'avait aucune chance. Pour Maria, c'était comme si elle était morte avec lui. Ses yeux, autrefois brillants, s'éteignirent et sa peau prit une teinte cendrée. Elle ne s'est relevée que pour ses enfants, mais un malheur arrive rarement seul. Peu après, les médecins ont découvert une tumeur agressive qui se développait rapidement, comme si elle se nourrissait de son chagrin. Catalina est devenue son ombre, l'emmenant dans les hôpitaux. S'asseyant à ses côtés, prenant soin des enfants comme s'ils étaient les siens. Maxime était en colère, sa patience s'évaporait de jour en jour. « Te souviens-tu seulement que j'existe aussi ?» lui reprochait-il sans cesse, las de cet ami malade et de ses enfants. « Tu ne penses pas que ça a assez duré ?» Catalina a essayé d'expliquer qu'elle ne pouvait pas abandonner Maria. Mais il a seulement haussé les épaules. « Tu as choisi ce fardeau, dit-il un jour, et ces mots la transpercèrent comme un couteau. Maria disparaissait devant ses yeux. Avant de passer. Elle prit la main de Catalina et, d'une voix tremblante, murmura, « Katia, ne les envoie pas dans un orphelinat, tu sais ce qui les attend là-bas. Promets-moi que tu les élèveras comme s'ils étaient les tiens. Ils sont frères, ils doivent rester ensemble. » Catalina, retenant ses larmes, hocha la tête. « Je te le promets, Maza. Je te le jure. » Lorsque son ami est parti, le monde de Catalina s'est réduit à la taille d'une petite pièce où Marcos et Diego ont pleuré, appelant une mère qui ne reviendrait jamais. Maxime est parti une semaine après les funérailles. Lorsqu'il a découvert que Catalina avait pris la garde des garçons, il a fait ses bagages et, sans la regarder dans les yeux, a dit « Tu as fait ton choix. Je ne vivrai pas dans une crèche. Au revoir. » Elle l'a supplié de rester. Elle a essayé d'expliquer qu'elle ne pouvait pas trahir le dernier souhait de Maria. Mais il était froid, direct. « Ce ne sont pas mes enfants, dit-il avec finalité. Ce n'est pas ma vie. » La porte claqua et il disparut. La laissant seule dans un appartement vide avec deux petits garçons qui attendaient toujours sur le seuil une mère qui ne reviendrait jamais.
Au travail? Tout est devenu un cauchemar. Au lieu de la soutenir, ses collègues la jugeaient. Tu es fou, a rétorqué le chef d'équipe. Vous vous chargez des enfants de quelqu'un d'autre. Pensez à votre propre vie. Les clients ont eu plus de mal à prendre rendez-vous. Les congés médicaux s'accumulaient. Surtout avec l'aggravation de la bronchite de Marcos. Son salaire n'était pas suffisant. La dette s'accumule. La force a diminué. Catalina avait l'impression de couler et personne ne lui tendait la main paix. Or la tirait vers le haut. Une nuit, après une énième journée perdue en congé maladie, elle n'en pouvait plus. Assise à sa table, elle alluma l'ordinateur portable et commença à chercher un endroit pour recommencer. Ses yeux se sont arrêtés sur un nom, Otradneia. Cela ressemblait à une promesse de paix. Un refuge loin de la douleur et des ragots. Pourquoi pas, pensa-t-elle. Je vendrai l'appartement, je vendrai la chambre de Maria, j'achèterai une petite maison et je partirai. Les enfants respireront de l'air pur et j'essaierai de vivre à nouveau. La décision a été prise. Les amis et les voisins, en entendant son plan, ont levé les mains en signe d'incrédulité. Tu quittes la ville pour la campagne? Il n'y a rien là-bas, ni travail, ni vie. Mais Catalina avait arrêté d'écouter. Elle vendit tout ce qu'elle pouvait, fit ses valises. Prit Marcos et Diego par la main et monta dans le bus. À travers la fenêtre passaient des bâtiments gris, tandis que dans sa poitrine, un faible espoir commençait à fleurir. Peut-être que là, parmi les champs et les forêts, elle retrouverait ce qu'elle avait perdu. Otradneia l'accueillit avec l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et un silence qu'elle n'avait jamais connu dans la ville. Le village s'étendait entre de douces collines, avec une rivière au débit lent et de vieux saules s'inclinant vers l'eau. Comme s'il chuchotait son arrivée. La maison qu'elle a achetée était petite, ses rondins noircis par le temps, mais elle était chaleureuse et accueillante. Un porche grinçant. Un jardin rempli de pommiers. Un carré où poussaient encore des ronces de framboisiers sauvages. Tout semblait être le début d'un nouveau chapitre. Marcos et Diego ont changé au moment où leurs pieds ont touché la terre. Leurs joues, pâles à cause de la ville, prirent des couleurs. Leurs yeux brillaient de curiosité. Ils ont couru dans la cour à la poursuite des papillons. Riant comme si la douleur avait été laissée loin derrière eux. Catalina les regarda et son cœur, si longtemps gelé par la souffrance, commença à se dégeler. La première à frapper à sa porte fut sa voisine, Doña Ana, une vieille femme aux yeux bienveillants. Elle a apporté un panier d'empanadas chaudes et une cruche de lait. Pour les enfants? Dit-elle avec un sourire chaleureux. J'ai une chèvre, Maza. Elle donne un lait merveilleux. Viens, je vais t'apprendre à faire du fromage. Catalina, habituée à l'indifférence froide de la ville, fut stupéfaite par une telle chaleur mais hocha la tête avec gratitude. Trouver du travail n'a pas été facile. Au bureau du conseil du village, ils lui ont donné deux choix. Vendeuse ou ouvrière agricole. Catalina a choisi la ferme. Elle ne voulait pas compter l'argent de quelqu'un d'autre. Travailler à l'extérieur lui semblait plus en phase avec sa nouvelle vie. Pendant la journée, elle déchargeait le foin ou aidait à traire les vaches. L'après-midi, elle gagnait un peu d'argent en coupant les cheveux des femmes du quartier. Ses ciseaux, tout comme à l'orphelinat, ont fait des merveilles. Bientôt, la nouvelle se répandit. Il y avait un coiffeur de la ville avec des mains en or. La vie à Otradneia évoluait lentement. Mais c'est cette lenteur même qui a guéri. Marcos, dont la toux le tourmentait en ville, respirait désormais facilement. Diego, autrefois sérieux, commença à sourire en construisant de petites cabanes avec des branches. La nuit, alors qu'elle s'endormait au son des grillons, Catalina sentit, pour la première fois depuis une éternité, qu'elle avait fait le bon choix. Mais un après-midi, en revenant de la ferme, elle remarqua une faible lumière à la fenêtre d'une maison abandonnée à la limite de la ville. Elle scintillait comme une étoile lointaine, et quelque chose s'agita en elle. Un mélange de curiosité et de peur. Cette maison, toujours entourée de mauvaises herbes et d'une clôture affaissée, lui avait toujours donné des frissons. Ses fenêtres poussiéreuses fixaient le village comme les yeux d'une bête oubliée. La peinture écaillée donnait l'impression qu'elle avait été arrachée des pages d'un conte de fées perdu. Catalina évita. Toujours de passer à proximité. Il y avait là une froideur inexplicable. Mais la lumière continuait à la troubler. Le lendemain, elle le revit,
faible, tremblant, comme le scintillement d'une bougie. Je l'ai imaginé, se dit-elle en accélérant le pas. Ou peut-être que quelqu'un est là, incapable de demander de l'aide. Elle s'approcha de Doña Ana. Qui conduisait alors sa chèvre dans la grange? Dis-moi, demanda Catalina en essayant de dissimuler son malaise, cette maison à la sortie du village, à qui est-elle? J'ai vu une lumière à la fenêtre. La vieille femme se signa et fronça les sourcils. Oh, mon Dieu! dit-elle. C'était la maison du garde forestier Fiodor. Il est mort il y a 5 ans. Il est vide depuis. Un endroit effrayant. Personne n'ose plus y entrer. Il avait un fils, Javier, un bon garçon. Mais il a disparu sans laisser de traces. Je suis parti à Moscou et je n'ai jamais envoyé de lettre, ni appelé. Fiodor l'a attendu jusqu'à la fin. Mais il est mort seul. L'histoire de la maison et du fils perdu du garde forestier a transpercé le cœur de Catalina comme une écharde. Elle savait bien ce que signifiait la solitude. Cela lui avait rongé l'âme à l'orphelinat. Là, derrière ces murs impersonnels et les regards froids des gardiens. Elle avait appris à cacher ses larmes et à rêver d'une famille qui l'envelopperait comme une couverture chaude par une nuit d'hiver. Les mots de la vieille femme. D'un père qui a attendu son fils jusqu'à son dernier souffle, ont résonné dans la douleur de Catalina, la douleur d'une fille qui avait perdu tout ce qu'elle avait aimé. Elle ne pouvait se débarrasser de l'image de cette faible lumière dans la fenêtre, vacillant comme un phare fragile au milieu d'une tempête. Le 3e jour, en revenant de la ferme. Elle le revit. Le soleil se couchait vers l'horizon, peignant le ciel, et là, à la fenêtre de la maison abandonnée, une faible lumière vacillait, comme quelqu'un allumant une bougie, espérant être vu. Mais cette fois, elle remarqua autre chose, une ombre se déplaçant derrière la vitre sale, et un geste, presque comme un geste désespéré des bras. Le cœur de Catalina commença à battre fort. Qui est là, pensa-t-elle en serrant les poings. Un voleur? Quelqu'un dans le besoin. La peur luttait contre la compassion en elle. Mais elle se souvenait comment, dans son propre passé, elle avait prié pour que quelqu'un, n'importe qui, remarque sa souffrance. Serrant les dents, elle ramassa un gros bâton posé près de la clôture. Sa surface rugueuse lui donnant étrangement du courage, et marcha vers la maison. La porte, tordue et écaillée, céda avec un long grincement. Comme le gémissement d'une vieille maison chargée de trop de secrets. À l'intérieur, l'air était froid, lourd d'une odeur d'humidité et de négligence. Le sol craquait sous ses pas, et dans un coin. À côté d'un vieux canapé délavé, gisait un homme. Il était mince, presque squelettique, le visage mal rasé, couvert d'une barbe semblable à de la mousse accrochée à un rocher oublié. Ses joues brûlaient de fièvre, sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec difficulté, chaque respiration résonnait comme une lutte entre la vie et la mort. Ses bras, exposés à travers des manches en lambeaux, révélaient des tatouages rugueux et délavés aux lignes tordues qui trahissaient une origine carcérale. Catalina se figea. Serrant plus fort le bâton. Un vagabond? Un criminel? Les pensées tournaient dans sa tête comme un tourbillon. Et s'il était dangereux? Mais quelque chose dans sa fragilité. Le tremblement de son souffle, les yeux clos ombragés par de profonds cernes, éveillaient en elle quelque chose de profondément humain. Elle pensait à Marcos et Diego. À leur visage baigné de larmes après la mort de Maria, à leurs petites mains cherchant du réconfort. Quel que soit cet homme, il semblait tout aussi perdu. Avec précaution. Elle s'agenouilla à côté de lui, posa le bâton et toucha son front. « Mon Dieu » murmura-t-elle, « il brûle. » Sans réfléchir, elle courut vers la maison de Doña Ana. La vieille femme, occupée à nourrir sa chèvre, leva les yeux lorsque Catalina apparut haletante à son portail. « Doña Ana, s'il vous plaît, restez avec les enfants pendant quelques heures, » halta-t-elle. « Il y a un homme dans la maison abandonnée. Il est en piteux état. Je dois l'aider. » La vieille femme hocha la tête sans poser de questions. « Va en paix, ma fille. Je m'en charge. Tes petits ne me posent aucun problème, et ils égayent même ma journée. » Reconnaissante, Catalina lui serra la main et se précipita vers la pharmacie de la ville, ou la pharmacienne. Une vieille femme portant d'épaisses lunettes, lui donna des médicaments contre la fièvre, des bandages et une bouteille d'antiseptique. « Fais attention, mon enfant, » dit-elle avec inquiétude. On ne sait jamais qui peut être quelqu'un. De retour à la maison,
Catalina s'agenouilla à nouveau à côté de l'homme. Son visage, encore rouge de fièvre, lui semblait étrangement familier. Comme celui de quelqu'un dont elle avait entendu parler dans les histoires de Doña Ana sur le fils du garde forestier. Les mains tremblantes. Elle lui fit une piqûre et le recouvrit d'une vieille couverture qu'elle trouva dans un coin. Le poêle, oublié depuis longtemps, reprit vie sous ses mains. Le bois de chauffage crépitait, répandant la chaleur dans toute la pièce. L'homme murmurait des mots décousus, comme s'il priait ou appelait quelqu'un. Catalina a placé une carafe d'eau sur la table. Un morceau de pain et une pomme qu'elle avait apporté de la maison. Elle fit le signe de croix, comme sa grand-mère le lui avait appris à l'orphelinat, et partit tranquillement. Son cœur battant entre la peur et l'espoir. « Qui es-tu » se demanda-t-elle en rentrant chez elle. « Est-ce que je fais la bonne chose ?» Pendant la semaine suivante, sa vie suivit un rythme étrange. Très tôt, avant l'aube, elle enveloppait le pain dans un tissu, prenait une cruche de lait de chèvre à Doña Ana et courait vers la maison abandonnée. Là, elle changeait les vêtements humides, vérifiait sa température et observait sa respiration. Son visage reprit peu à peu des couleurs, la fièvre baissa et ses yeux, autrefois troubles, commencèrent à briller. Elle lui a parlé, même s'il n'a pas répondu. Elle lui a parlé des enfants, de sa vie, de combien elle était fatiguée d'être toujours forte. « Tu sais, » murmura-t-elle un jour en lui essuyant le front, « moi aussi, je pensais que je ne pouvais plus continuer, mais pour Marcos et Diego, je dois continuer. Peut-être que toi aussi. Tu trouveras ta raison de vivre. » Le 7e jour, il ouvrit les yeux et la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Sa voix, rauque et faible, brisa le silence. « Merci. Sans toi, je n'aurais pas survécu. Je m'appelle Javier. » Catalina, surprise, sourit, sentant la chaleur envahir sa poitrine. « Je suis Catalina. » répondit-elle en essayant de rester calme. « Et on dit que tu es le fils de Fiodor, le garde forestier. Doña Ana me l'a dit. Où étais-tu toutes ces années ?» Javier tourna son regard vers le mur. Comme s'il y cherchait des réponses. Son histoire était lente et fragmentée. Il a parlé de sa mère, morte en lui donnant naissance, et de son père, strict mais aimant, qui lui a appris à réparer des filets et à allumer des feux. Javier avait rêvé de la grande ville. D'une vie pleine d'opportunités comme celle qu'il voyait à la télévision. Contre la volonté de Fiodor, il partit pour Moscou, plein d'espoir. Mais tout ce qu'il a trouvé, c'était de la déception. Des emplois mal payés, des mensonges, de la solitude. Désespéré, il rejoint une mauvaise compagnie qui lui promet de l'argent facile. Ce chemin l'a conduit en prison, d'abord pour une courte peine. Puis pour une plus longue. Après sa libération, il vécut comme un vagabond, dormant près des tuyaux de chauffage, ramassant des bouteilles. Jusqu'à ce qu'une nuit il rêve de son père lui faisant signe depuis une fenêtre. Ce rêve l'a appelé à la maison. Mais la maison était vide et Fiodor était mort sans jamais revoir son fils. « Je suis un déchet », dit Javier en se couvrant le visage avec ses mains. Les gens comme moi n'ont pas leur place parmi les autres. J'aurais mieux fait de ne jamais revenir. Catalina écoutait. Et chacun de ces mots résonnait en elle comme la douleur de sa propre douleur. Elle savait trop bien ce que cela faisait d'être rejetée, de se sentir inutile, oubliée du monde. « N'ose pas dire ça, » dit-elle fermement en le regardant dans les yeux. « Je suis orpheline aussi. J'ai grandi dans un orphelinat. Ma meilleure amie est morte et ma fiancée m'a quitté parce que j'ai adopté ses enfants. La vie m'a frappé de toutes ses forces, mais me voilà, toujours en lutte. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Tu n'es pas un déchet, Javier. Tu es une personne. Et tu as encore une chance de changer les choses. » Elle lui a parlé de Javier Javirovitch, le chef de la ferme, un homme au caractère dur, mais connu pour donner une seconde chance. « Va lui parler. » ajouta-t-elle. « Repars de zéro et je t'aiderai de toutes les manières possibles. Je t'apporterai de la nourriture, je te trouverai des vêtements, mais, n'abandonne pas. » Javier la regarda et dans ses yeux, autrefois creux, une étincelle commença à briller, faible mais vivante. « Pourquoi tiens-tu tant à moi » demanda-t-il à voix basse. « Je ne suis rien pour toi. » Catalina haussa les épaules et sourit. « Parce que je sais ce que c'est que de ne pas avoir confiance en soi. Mais moi, si. » Elle se leva.
ajusta la couverture sur lui et ajouta doucement, « Rétablis-toi. Je reviendrai demain. » Le lendemain, Javier, toujours faible mais plein d'une nouvelle détermination, se dirigea vers la ferme. Javier Javirovitch l'a reconnu immédiatement. « Le garçon de Fiodor » grogna-t-il en fronçant les sourcils. « Où étais-tu, Dranuja? Ton père a dépéri à t'attendre. » Javier baissa la tête et avoua tout, la prison, la vie dans la rue, son désir de recommencer. Le patron de la ferme resta silencieux pendant un long moment, puis grogna. « Tu as fait de la prison? Bien. Commence à travailler à la ferme. 3 mois de probation. Ne me renie pas, sinon tu es viré. » Javier hocha la tête, sentant un espoir fragile fleurir dans sa poitrine. Comme un bourgeon de printemps. Sur le chemin du retour, Catalina jeta un coup d'œil à la maison abandonnée, où brillait maintenant une faible lumière, non pas celle d'une bougie, mais celle du poêle qu'elle avait elle-même allumé. Peut-être que tout ira vraiment bien. Elle sourit à elle-même. Peut-être que nous méritons tous les deux une seconde chance. Javier est revenu au travail avec la motivation de quelqu'un en quête de rédemption. Ses mains, rudes et habituées au travail, ne se fatiguaient pas. Même le patron grincheux, Javier Javirovitch, a commencé à le féliciter. Catalina a remarqué le changement. Son visage, autrefois sombre, brillait maintenant. Ses yeux se remplissaient de chaleur, surtout quand il jouait avec Marcos et Diego. Les garçons, orphelins de père, s'attachent rapidement à lui. Ils ont construit des bonhommes de neige, des forts blancs. Leur rire remplissait l'air glacial. Ils ont choisi de passer le réveillon du Nouvel An ensemble. Émue de compassion, Catalina l'invita chez elle. Personne ne devrait passer les vacances seul, a-t-il déclaré. Javier a apporté un sapin de Noël. Ils l'ont décoré ensemble, se disputant de manière ludique pour savoir qui placerait l'étoile. Marcos a gagné avec une rime. Diego a allumé les lumières. Sur la table, recouverte d'une nappe brodée de marguerites. Ils buvaient du jus. Ils ont mangé de l'oie rôtie avec des pommes. J'ai ri en regardant une vieille comédie à la télé. Les enfants, épuisés, s'endormirent. Puis Javier se tourna vers elle. Katia. Tu m'as raconté une histoire. Je ne me suis jamais senti chez moi jusqu'à maintenant. Le cœur de Catalina battait fort. Elle l'aimait bien. Son honnêteté, sa façon d'être avec les enfants. La chaleur dans ses yeux. Mais elle craignait toujours son passé. Il avait été en prison. Et si tout se reproduisait? Elle a changé de sujet, l'a remercié pour la soirée et lui a dit au revoir. Mais cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir. Déchirée entre la peur et le désir de faire confiance. Le printemps à Otradno a été une expérience apaisante. La neige fondue coulait sur les collines. L'odeur de la terre humidée, de l'herbe nouvellement née remplissait l'air. Les oiseaux reviennent du sud. Leurs chants joyeux se tissaient dans le silence du matin comme des fils d'espoir nouveau. Catalina se tenait sur son porche. Respirait profondément. Son cœur, blessé depuis des années, bat au rythme des saisons. Javier, plus fort après l'hiver, a décidé de reconstruire la vieille maison de son père. Il a économisé chaque pièce. A renoncé à tout luxe. J'ai acheté du bois, des briques et de la peinture. Cette maison n'était pas que des murs. C'était un pont vers son père perdu. Et à l'homme qu'il voulait devenir. Catalina, voyant sa détermination, lui proposa son aide. Nous le ferons plus vite ensemble, sourit-elle. Et les garçons auront un endroit pour jouer. Par une journée ensoleillée. Ils ont essayé de déplacer un vieux meuble de cuisine. Ses portes sombres sculptées portaient les marques des mains de Fiodor. Ils ont ri et lutté ensemble. Soudain, le mur derrière s'est fissuré. Avec un fracas sourd, les briques tombèrent. La poussière dansait dans les rayons du soleil à travers les volets. Catalina toussa. Essuya la poussière. Puis elle vit quelque chose de métallique briller dans les décombres. Elle se pencha et sortit une boîte rouillée et couverte de toiles d'araignée. Ses bords étaient dentelés. Forgés à la main avec soin et amour. « Regarde, Javier, murmura-t-elle. Et si c'était un trésor? Sa voix contenait un véritable espoir. Javier essuya sa sueur et rigola.
Quel trésor! Mon père vivait avec à peine assez. Il a tout gardé pour moi et moi. Sa voix s'est brisée. Kata. Lina n'a pas répondu. Elle a forcé la boîte à s'ouvrir avec un vieux couteau. La serrure grinça et céda. À l'intérieur se trouvaient des billets pliés, jaunis par le temps. Et une lettre. Pliée en 4. Elle l'a ouvert. Lisez la première ligne. Et je l'ai. Vania, mon fils? Dit l'écriture tremblante mais ferme. Ceci est pour vous. J'ai économisé toute ma vie en attendant ton retour. Pour recommencer. Pardonne-moi pour ce que j'ai dit avec colère. Je ne voulais pas te renvoyer. Je t'aime. Ton père. Les mains de Ravière tremblaient lorsqu'il prenait la note. Les larmes remplissaient ses yeux. Il a essayé de les retenir. Mais ils sont tombés quand même, creusant des chemins dans la poussière. Il s'est effondré à genoux sur les briques. Serrant la lettre contre sa poitrine comme si c'était son dernier fil avec son père. Je suis une ordure, marmonna-t-il. Les gens comme moi n'appartiennent pas à ce monde. Je n'aurais jamais dû revenir. Catalina écoutait. Chaque mot résonnait dans sa propre douleur. Elle savait ce que cela signifiait de se sentir sans valeur. Être rejetée par le monde. N'ose pas dire ça. Dit-elle fermement. Le regarder dans les yeux. Je suis aussi orphelin. J'ai grandi dans une maison. Mon meilleur ami est mort. Ma fiancée m'a quitté quand j'ai adopté ses enfants. La vie m'a frappé durement. Mais je suis touche. Ursula. Toujours en train de se battre. Et vous pouvez aussi. Tu n'es pas une ordure. Tu es une personne. Et tu as une chance de faire les choses correctement. Elle lui a parlé du patron de la ferme. Javirovitch. Dur comme la pierre, mais il a donné une seconde chance. Va le voir, dit-elle. Recommencez. Je vous aiderai du mieux que je peux. J'apporterai de la nourriture. Je trouverai des vêtements. N'abandonnez pas. Ravière la regarda. Dans ses yeux, vides depuis si longtemps, une étincelle s'est allumée. Pourquoi tu te soucies de ce qui m'arrive, murmura-t-il. Je ne suis rien pour toi. Catalina haussa les épaules en souriant doucement. Parce que je sais ce que c'est quand personne ne croit en toi. Mais je le fais. Elle se leva. Fixa la couverture sur ses épaules. Guéri. Je viendrai demain. Le lendemain, toujours faible mais déterminé. Ravière se rendit à la ferme. Javirovitch le reconnut immédiatement. Le garçon de Fiodor. Où étais-tu? Ton père a dépéri en t'attendant. Ravière baissa la tête. Il lui a tout dit. La prison. Les rues. Son désir de recommencer. Le patron est resté silencieux. Puis il a dit. J'ai un record. Bien. Travailler 3 mois. Si tu fais une erreur, tu es éliminé. Ravière hocha la tête. Et dans sa poitrine. Quelque chose de fragile a commencé à fleurir. Catalina est rentrée à la maison. Elle regarda la maison autrefois abandonnée. Maintenant. Une lumière brillait à l'intérieur. Pas d'une bougie. Mais du feu qu'elle avait allumé. Peut-être. Peut-être juste. Tout ira vraiment bien.